Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. On est très heureux avec Benjamin de vous retrouver pour prendre le volant de deux SUV urbains, à savoir le Renault Captur et le Ford Puma. Au coude à coude dans les ventes avec le Peugeot 2008, le Renault Captur c'est tout simplement une des stars sur le marché et sur ce segment. Il a été récemment restylé l'année dernière par Gilles Vidal, directeur du design chez Renault, et adopte toutes les nouvelles évolutions de style du constructeur, en plus d'embarquer la motorisation e-tech tant éprouvée. Face à lui, un outsider très bien placé sur le marché français, à savoir le Ford Puma, ici dans sa version hybride de 155 chevaux, qui propose également un look agressif et résolument moderne. Alors est-ce que le modèle Renault va réussir à garder son avance ou est-ce que le Puma, après lui bondir dessus, va venir le dévorer dans ce comparatif? Eh bien c'est ce que nous allons voir dès maintenant. À l'extérieur, très peu de changements sont apparus sur le restylage de ce Puma. Il garde les codes qui ont fait son succès en France. Les seuls changements que l'on peut noter se trouvent à l'avant, en tout cas les gros changements. Vous avez notamment ces nouveaux intérieurs de phare juste ici avec l'apparition de ces trois petites barrettes. Sinon, le logo qui était précédemment placé juste ici apparaît désormais au centre de la calandre. Une très belle calandre justement, une sorte de nid d'abeille mais qui est en plastique, donc il ne faudra pas vraiment s'approcher, mais sinon d'extérieur il est quand même très beau. Sinon ce n'est que quelques changements, vous avez un léger dessin qui a été fait sur toute la partie basse du bouclier qui est nouveau. Passons désormais au profil. Au profil, là encore, on retrouve les codes du Puma. Vous avez sur cette version ST-Line X, d'ailleurs qui est badgée juste ici, vous avez de très belles jantes en 18, mais également cette petite baguette en noir qui vient vraiment asseoir la ligne de la voiture. Et sur l'arrière, vous avez cette ligne un peu de SUV coupé qui lui rajoute beaucoup de caractère. Mais encore une fois, si vous avez en tête l'ancien Puma, très peu de changements sont à noter. Et sur cette partie arrière, ce Puma garde les éléments de design de l'ancienne génération. Vous avez notamment sur cette version ST-Line X ce grand béquet qui vient remonter juste ici. Vous avez le logo de la marque, l'inscription du modèle en toutes lettres qui est en noir, ce qui apporte vraiment aussi un peu de caractère au Puma. Sur la face avant de son Renault Captur, le constructeur n'a pas lésiné sur les moyens. Le modèle a pris un sacré coup de pinceau depuis qu'il est passé entre les mains de Gilles Vidal et son équipe. On ne retrouve plus le côté rondouillard qu'on avait sur l'ancien Captur. On va avoir une calandre qui a été retravaillée avec un biton noir et couleur carrosserie qui intègre le logo du constructeur et qui est étiré jusqu'au feu grâce à un joli effet de style. On a une signature lumineuse qui est beaucoup plus fine et qui perd cette forme de C que l'on retrouve quand même à l'arrière. Elle reprend cette fois-ci l'aspect du boomerang qu'on a déjà pu voir sur les Renault Clio et Renault Scénic. Et enfin sur notre version Esprit Alpine du jour, on va avoir un bouclier avant qui est très imposant et qui se distingue du reste de cette face avant par sa carrosserie argentée. Pour le reste, au niveau du profil et de l'arrière, les changements sont minimes. On retrouve quand même de nouvelles jantes de 19 pouces qui viennent habiller notre finition Esprit Alpine. Le petit badge sur les ailes qui nous rappelle qu'on est bien sur ce haut niveau de finition. Et enfin à l'arrière, si ce n'est le nouveau logo qui remplace l'ancien logo de chez Renault et les sorties d'échappement qui ne sont plus visibles, les changements ne sont quasiment pas visibles. Enfin sur notre modèle du jour, on profite d'une teinte gris Cassiopée pour la carrosserie et d'un biton noir qui vont rajouter quelques euros à l'addition finale. Alors bienvenue à bord de ce nouveau Renault Captur. Déjà Adrien, est-ce que tu peux me donner ta première impression? Alors c'est vrai que quand on connaît les anciens intérieurs de chez Renault, on voit vraiment le step en avant qui a été fait. Alors cet intérieur n'a pas été apparu, si je me trompe, mais avec ce Captur précisément. Mais c'est vrai que si on remonte quelques années en arrière, on sent vraiment le gros step en avant en termes même de premiumisation des intérieurs de chez Renault et même de technologie embarquée à bord. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment une qualité des matériaux qui a été un peu élevée finalement quand on compare avec l'ancien haut de gamme de chez Renault. Là sur cette finition Esprit Alpine, on a beaucoup de tissus mine de rien pour habiller tout ce qui va être tableau de bord, contre-porte, et on va même avoir un espèce de simili-cuir pour habiller la console centrale avec des petites broderies bleues et blanches pour rappeler un petit peu ce côté français, petit côté franchouillard du Renault Captur. Mais c'est vrai que cet intérieur, en tout cas cette disposition, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on l'avait déjà vu sur la Clio 5 restylée, cette Clio 5.2, ils appellent ça chez Renault, mais on pourrait presque parler d'une 6e génération. On a un compteur numérique en face du conducteur de 10,25 pouces qui va remonter toutes les informations liées à la conduite.
Et on a un écran tactile comme une grande tablette en format vertical de 10,4 pouces et qui est opéré par Google avec ce fameux système OpenAirLink qui est très très fluide. Il n'y a quasiment rien à dire au niveau de la réactivité de celle-ci. On a même Google Maps qui vient s'afficher directement sur le compteur quand on a la navigation et qu'on a rentré une destination. Franchement, c'est hyper ergonomique, c'est plutôt qualitatif. Il reste quand même un petit peu de plastique dur. Et le petit côté esprit alpine, on le retrouve aussi sur les sièges, puisqu'on a des sièges où on est bien molletonné dedans. Et puis on a la petite broderie alpine juste en dessous de l'appui-tête. Au global, ce Capture, je dirais qu'il est quand même à mi-chemin entre du vrai premium et quelque chose de plus accessible. Bon, on sent quand même la présence de matériaux peu qualitatifs, même si là sur le haut du tableau de bord pardon, j'ai de plastique moussé. On le verra sur le Puma, là de ce côté-là, Ford est quand même un cran en dessous, même si les finitions ne sont pas en deçà non plus, mais on aura l'occasion d'y toucher deux mots après quand on sera à l'intérieur du Puma. Mais en tout cas, je vois vraiment même du cuir un peu perforé sur le volant, ça c'est très sympa, même le toucher on sent vraiment de la qualité. Ouais, ou encore certaines options comme le Harman Kardon qui est dans les enceintes. Il est vraiment bien embourré ce volant. Ouais. Alors après effectivement on a le petit système Harman Kardon en plus vraiment, et puis volant chauffant aussi, mine de rien en option. Pas de siège chauffant sur ce Capture, en tout cas pas de série. Et on va retrouver par contre la même boîte de vitesse automatique sur l'Arcana avec ce gros pommeau sur la console centrale qui je trouve s'intègre plutôt bien finalement. Je trouve que tu es un peu dur parce que bon, moi j'ai encore en tête les anciens intérieurs Renault avec l'immense pommeau le sélecteur de vitesse qui est encore présent sur le Puma. C'est vrai que sur le Puma c'est encore plus gros. Ouais, donc je te trouve un peu dur quand tu dis, parce que là je trouve qu'il, comme tu dis aussi, il s'intègre bien à l'intérieur du Capture. Et là encore ça lui donne un petit côté moderne. Et puis je te cacherai pas qu'à l'arrière en plus on est plutôt bien installé, on retrouve la même qualité de finition qu'à l'avant avec des sièges toujours aussi bien rembourrés. Et en plus il a une spécificité qui lui est quasiment propre sur le segment, c'est qu'il a une banquette qui est modulable sur 15 cm qui va permettre au choix de préférencier l'espace aux jambes pour tes passagers ou le volume de coffre. Le volume de coffre qui du coup va varier entre 326 litres et 440 litres sur notre version hybride rechargeable qui a un volume de coffre un petit peu moindre que les autres versions à cause forcément de la taille des batteries. Et au global, ce volume de coffre, il est finalement correct pour la catégorie sans être trop incroyable par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans le Puma par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un des gros points forts du Puma, mais on aura l'occasion d'en reparler encore une fois quand on fera l'intérieur. Bah, je te propose justement d'y aller. Allez, on y va. Let's go. On est désormais à l'intérieur du Ford Puma et comme à l'intérieur du Capture, je vais te demander, Benjamin, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur du Puma? Honnêtement, je trouve qu'il rend mieux en vrai qu'en photo. Moi, j'avais l'impression vraiment que l'intégration des écrans était beaucoup moins optimisée que ce que je vois finalement. Et en plus, avec ton option de toit ouvrant, en fait, on a quand même beaucoup de luminosité à l'intérieur de ce Puma, quoi. Ah, mais c'est vrai qu'on sent encore une fois un grand step en avant par rapport à l'ancienne génération. Alors, comme on a vu à l'extérieur qu'il y avait très peu de changements en termes de design sur justement l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur que Ford a porté tous ses efforts concernant cette version restylée du Puma, et on sent vraiment que le Puma est rentré dans une ère moderne entre guillemets, avec deux grands écrans qui vous accueillent. L'écran au centre de la planche de bord qui mesure 12 pouces, alors qui est moins réactif je trouve que celui dans le Capture, et j'ai pu expérimenter 2-3 petits bugs qui peuvent être parfois déroutants lors de la conduite, notamment un téléphone qui se déconnecte ou alors le volet de climatisation qui se lance sans qu'on l'ait demandé. Bon, ça c'est petit détail. Et face à moi, face au conducteur, un immense écran. Je ne sais pas si tu en as vu beaucoup des écrans aussi grands face au conducteur. C'est vrai qu'il est pas mal. De 12,8 pouces. Et c'est pour ça que vous avez ce très grand volant à W plat, puisqu'il faut bien afficher toutes les informations relatives à la conduite. Tu puisses regarder sur le grand écran, donc il faut forcément un grand volant pour pas qu'il le cache, quoi. Alors je vous avoue que c'est un peu déroutant quand on monte à l'intérieur, c'est vraiment le premier truc qui vous dit bonjour, c'est vraiment le premier élément qui vous accueille. Et une fois au volant, franchement, sur la route, c'est vraiment pas dérangeant, on s'y fait très très vite. Contrairement au Capture, vous n'avez plus de commande de clim sur
Sous l'écran avec des boutons physiques en fait finalement. Exactement. Ce Puma fait appel au nouveau système de Ford, le Sync 4, qui regroupe littéralement tous les paramètres de la voiture sur cet écran central. Vous avez encore quelques raccourcis comme pour accéder au menu des caméras, dont la caméra 360 qui est très pratique, notamment quand on veut se garer dans des endroits un petit peu étriqués. Le bouton pour allumer ou non le start and stop, et sinon vous avez encore des raccourcis qui sont présents sur le volant, notamment pour les aides à la conduite qui sont vraiment trop impactantes, on va dire, lors de la conduite, notamment l'alerte du franchissement de limite de vitesse qui fait un bip bip assez un peu énervant, on va pas se mentir, à l'intérieur de la voiture, ou alors l'alerte de franchissement de ligne, juste une simple pression et vous désactivez l'ensemble. Et comme sur la Renault en fait tu as un raccourci, sauf que moi il est côté conducteur derrière le volant, toi il est directement sur le volant. C'est ça, ça peut être plus facile pendant la conduite sans forcément quitter les yeux de la route. Alors en termes de finition et de matériaux, on a quand même de très bons éléments. On a un peu du simili-cuir un peu partout à l'intérieur de l'habitacle, notamment des inserts sur les portières ou encore là juste devant toi. Ouais, ça fait un peu avec ces surpiqûres rouges là, on sent vraiment l'effet sport de la ST-Line. Justement, c'est la ST-Line X, donc on est vraiment sur le haut de gamme du Puma et c'est une transition toute trouvée pour, je trouve, un peu le côté négatif du Puma. On est quand même sur une version qui se veut haut de gamme sur le Puma et on a quand même encore une fois la présence de beaucoup de plastique dur. Là, si tu touches, c'est quand même beaucoup moins qualitatif que dans le Captur. Ouais, c'est surtout au niveau de la console centrale en fait, où ça jure un petit peu par rapport à un Captur. Alors pas de problème en tout cas de finition, la finition est au rendez-vous, mais en termes de matériaux vraiment c'est quand même un peu en deçà du Captur, notamment sur les portières à l'arrière où vous avez des grands blocs de plastique qui font un peu tâche quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Au global je le trouve même moins ergonomique en fait finalement, même sur son tableau de bord. Comme tout se passe sur l'écran, déjà il y a plus de menus à aller trifouiller, et comme l'écran en plus il est moins réactif que celui sur le Captur, au final l'intérieur, que ce soit d'un point de vue style ou d'un point de vue ergonomie et facilité, moi je donnerais plutôt un point pour le Captur. Après, je suis d'accord. Tu m'as pas parlé des places arrière et le volume de coffre aussi, où il faut qu'on s'attarde dessus parce que tu as une petite surprise pour moi, il paraît. Alors avant de parler de cette petite surprise et surtout du volume de coffre, un dernier point quand même sur certaines options, notamment cette grande barre de son au-dessus Bang et Olufsen. Tu as du Harman Kardon, je ne suis pas en reste non plus à l'intérieur de ce Puma, avec quand même du Bang et Olufsen. Mais ce qui fait tâche aussi, c'est ce gros pommeau de sélecteur de boîte, qui est quand même ce gros sélecteur de boîte qui fait un peu tâche quand même. Il fait vieux modèle. C'est ça, et même ce frein à main manuel, on aurait peut-être aimé dans le Puma un petit frein à main électrique. C'est vrai que je l'avais pas vu, mais en fait tu as un frein à main manuel. C'est ça, on aurait peut-être aimé une petite molette comme que tu as dans le Captur, un frein à main électrique. C'est du détail. Après je chipote, mais vous avez quand même mis ça, une prise USB, normal, une prise USB type C. Je sais pas ce que tu en penses des sièges, mais vous avez un mix entre de l'Alcantara et du simili-cuir, et on sent vraiment aussi là un intérieur qualitatif. Ouais, je suis assez d'accord, on est bien confort. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'espace quand même avec, ou alors c'est moi qui suis un peu trop costaud, mais on se sent un peu coincé quand même avec les maintiens latéraux, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau du torse. Effectivement, j'ai eu plusieurs passagers à ma droite qui se sont plaints entre guillemets de la place qu'ils avaient notamment aux jambes en largeur, pas en longueur, mais bien en largeur. Et le point noir, c'est quand même à l'arrière, puisque les grands gabarits seront assez engoncés tout de même à l'arrière de ce Puma. Il n'y a pas beaucoup de place, même si, attention, on est loin d'être à l'intérieur des mini-citadines. Non, mais de toute façon, ça reste un SUV urbain. Donc un SUV urbain, même si tu peux accueillir 3 personnes, il faudra un peu, surtout en général au niveau de la largeur des coudes, se serrer, quoi. Mais tu l'as dit Benjamin, le gros point fort et la petite surprise, c'est dans le coffre du Puma. Il offre 456 litres de capacité, donc ce qui est quand même déjà un très bon coffre pour la catégorie. Mais si vous soulevez le plancher, vous pouvez profiter d'un double fond de 80 litres et d'un espace supplémentaire de 80 litres qui peut être lavable à l'eau et vidangeable. Donc ça, c'est quand même un très bon point. C'est que tu as un bouchon en fait. C'est ça, qui te permet d'évacuer l'eau si jamais tu veux laver, tu veux laver le coffre. Je vais y arriver. Et j'ai fait le test et on peut vraiment empiler des valises dans la longueur et c'est quand même très appréciable, surtout on ne s'attend pas à ça quand on voit le Puma de l'extérieur. Et donc au final du coup tu as un volume de coffre de plus de 500 litres, de 536 litres carrément. Ça pour le coup c'est un vrai bon point pour le Ford Puma, quoi. Très très bon point. Je te propose du coup qu'on en prenne le volant et puis qu'on parle un petit peu des sensations de conduite au niveau des deux avant ensuite de conclure cette vidéo. On commence avec lequel ?
Partons sur le capture, comme Allez, ça c'est moi qui commence. C'est parti. Alors une fois volant de ce Renault Capture, eh bien, grâce à son châssis, il est toujours aussi agile. On a une direction qui est fluide et qui suit bien les intentions du conducteur. En plus, grâce à sa motorisation hybride, on peut rouler en tout électrique en ville et à faible allure comme dans les embouteillages. Ça, c'est un vrai plus sur les technologies hybrides. Et contrairement au Puma, le Capture dispose d'un mode break qui va pouvoir maximiser le freinage régénératif. Voilà, si je lâche, alors ça va pas se voir peut-être maintenant, peut-être un tout petit peu plus tard. Voilà, j'accélère, hop, je lâche. Là, j'ai pas freiné, hein, c'est vraiment la voiture qui freine toute seule pour faire en sorte que la batterie récupère un maximum d'électricité. En revanche, parce qu'il y a quand même des points négatifs sur la conduite, on ne peut pas dire que ce Capture il soit dynamique, et ça c'est notamment dû à sa boîte automatique à crabot à 6 rapports dont 2 électriques qui est plutôt mal étagée. On a vraiment l'impression que ce Capture galère à passer les vitesses quand on accélère, et ça s'entend d'ailleurs puisque le moteur le moteur thermique se met à rugir, et même pour conserver son allure par exemple vers les 50 km/h, le moteur se fait entendre et on sent vraiment sa présence. Ça peut être un petit peu dérangeant. J'en veux pour preuve que ce Renault Capture, dans l'exercice du 0 à 100, c'est vraiment pas le meilleur. Il met 10,5 secondes pour monter jusqu'aux 100 km/h. Et en plus de ça, comme sur le Puma, on n'a pas de mode manuel, que ce soit à côté de la commande de boîte ou avec des palettes au volant, ce qui peut être un petit peu dérangeant. En fait, on est un petit peu impuissant face à ce moteur qui rugit et qui fait du bruit. Enfin, sinon, en ce qui concerne la position de conduite, celle-ci est très confortable, hein, comme sur la plupart des SUV, on a une position très haute. Le siège se règle d'ailleurs facilement, même si on n'a pas de siège réglable avec des commandes électriques. Tout se fera à la main, à la bonne vieille franquette. Sinon, on a quand même un pare-brise qui, je trouve, est un peu petit, tout comme la lunette arrière, et dont la vue va être gênée par l'imposant rétroviseur à l'avant et par les appuis-têtes des dossiers de siège arrière pour la lunette arrière. Ça peut être un petit peu compliqué en ville, notamment pour se stationner, mais bon, on a quand même droit à tout un pack d'aides à la conduite, et notamment à des caméras de recul, caméra avant, et aussi une caméra à 360 pour se stationner plus facilement. Et en plus, avec ses dimensions plutôt compactes, hein, puisqu'il fait 4,24 m de long, il n'y a qu'en largeur où il fait quand même 1,80 m, ça devrait être assez simple de se stationner. Alors il ne faut pas non plus se suivre tout le temps aux caméras, il faut aussi bien regarder ses angles morts. Et puisqu'on parle des aides à la conduite, ce Renault Capture, il est disponible avec une conduite autonome de niveau 2 en option qui rajoutera 800 € à la note finale. Et enfin, au niveau des consommations, le Renault Capture fait légèrement mieux que le Puma avec une consommation moyenne mesurée par le labo d'AutoPlus de 5,5 litres au 100 km, et en ville, il se rapproche même des 4,5 litres. Et enfin, dernier petit détail qui trahit que ce Renault Capture n'est pas fait pour une conduite dynamique, c'est que les passagers à l'avant et à l'arrière sont dépourvus de poignées de maintien latérales. Il faudra donc pas trop les secouer dans les virages. Pour les amateurs des modèles de la marque américaine Ford, on n'est vraiment pas dépaysé à son volant. On retrouve vraiment l'ADN du constructeur. Vous avez une direction assez réactive, assez franche, vraiment très précise, et surtout un châssis qui se veut rigide et qui est rigide. D'autant plus que sur notre finition, la ST-Line X, on a le droit à une suspension qui est raffermie. Alors ça se ressent vraiment, donc à la conduite c'est quand même très agréable. On a vraiment quelque chose de très réactif. Le problème, c'est qu'en ville, sur des routes qui sont quand même assez cabossées, assez usées, ça reste quand même assez ferme. Alors ce moteur 255 chevaux hybride est couplé à une boîte de vitesse automatique à double embrayage, la DCT7 de chez Ford. Alors elle manque quand même un petit peu de réactivité, et puis il faut savoir la manier, puisque quand j'ai récupéré la voiture, quand on met des coups d'axel assez francs, des fois la voiture cherche sa vitesse. Alors il faut savoir la manier, mais une fois qu'on sait comment elle fonctionne, le Puma se révèle être quand même assez doux, même très doux, et ça c'est vraiment très sympa, surtout que le Puma est censé être un SUV urbain, donc principalement destiné à la ville, et donc cette boîte de vitesse, quand on y va vraiment doucement, elle est quand même très appréciable. Il y a plusieurs modes de conduite dans ce Ford Puma. Vous avez quand même le mode faible adhérence ou encore le mode sport. Alors le mode sport, on va pas vous mentir, il est un peu inutile dans le sens que
La voiture cherche à chaque fois sa vitesse, on est souvent dans les hauts régimes et comme c'est un moteur de 1 litre que j'ai face à moi, il se révèle quand même assez bruyant quand on veut vraiment taper dedans. Et le problème, c'est que cette boîte de vitesse n'a pas de mode manuel, donc je n'ai pas de palette derrière le volant et je n'ai pas de mode manuel directement sur le pommeau de vitesse, ce qui fait que des fois on aimerait bien passer la vitesse parce qu'on a quand même un moteur qui se ressent et qui s'entend pas mal dans l'habitacle quand même. Quand on le voit de l'extérieur, ce Puma, il est quand même assez compact, assez étroit et on peut se poser la question de savoir si on voit vraiment bien une fois à son bord et une fois au poste de conduite. Et la réponse est oui, on a quand même une grande surface vitrée devant moi. Les montants sont quand même assez fins, donc on a quand même une bonne visibilité. De plus, on a aussi beaucoup de lumière avec l'aide de ce toit ouvrant qui, je le rappelle, est en option. Niveau position de conduite, on domine vraiment la route. Alors on n'est pas non plus à 4 mètres de hauteur, mais on a quand même une belle visibilité. J'ai quand même une belle visibilité face à moi. Alors on l'a évoqué avec Benjamin quand on parlait de l'intérieur du Puma. Quand vous rentrez, vous avez cet immense volant qui vous accueille. Alors on peut penser au départ que ça va être assez gênant pendant la conduite, mais au final il n'en est rien. Une fois qu'on a pris le coup de main, finalement, c'est quand même très agréable. Alors moi, je suis plutôt un adepte des petits volants, comme ce que peut proposer Peugeot, par exemple. Mais là, c'est vrai que c'est pas rédhibitoire. En plus, sur notre modèle du jour, j'ai le droit à un volant chauffant qui est vraiment très efficace. Limite, ça brûle les doigts quand on a les mains froides. Mais justement, ce grand volant permet d'avoir une grande visibilité sur l'écran que j'ai face à moi, qui, je le rappelle, est de 12,8 pouces. C'est quand même immense pour un écran face au conducteur. Donc là, avec le grand volant mais plat, j'ai vraiment une bonne visibilité devant moi. Alors concernant la consommation de ce Puma, alors contrairement aux captures, le Puma dans cette version 155 n'a pas eu le temps de passer entre les mains de nos experts du labo d'AutoPlus. Donc on va se baser sur les chiffres du constructeur et ce dernier annonce en consommation mixte 5,7 litres au 100 km. Pour gérer cette consommation, vous avez un mode sur le tableau de bord, le mode hybride, qui vous permettra de voir quand est-ce que vous utilisez plus votre moteur ou alors quand est-ce que vous rechargez votre batterie. Et petit point négatif comparé aux captures, c'est vrai que sur cette boîte de vitesse et sur ce Puma, dans cette version, vous n'avez pas de mode break qui vous permettra de vraiment recharger au maximum la batterie. Non, là, ce Puma en est dépourvu et ça, c'est quand même un peu dommage. Alors, vous avez quand même du frein régénératif, mais ce dernier est quand même très léger. Le Renault Captur, dans cette finition esprit alpine et équipé de sa motorisation e-tech full hybride de 145 chevaux, est affiché à partir de 34 300 € contre 33 590 € pour ce Ford Puma et sa motorisation 1 litre hybride de 155 chevaux. Donc si vous calculez bien, ça fait quand même une différence de 710 € entre les deux modèles, donc un argument du prix qui revient au Ford Puma. En conclusion, même si le Puma s'avère plus plaisant à conduire, il n'est pas prêt de voler la vedette du Renault Captur tant le capital sympathie de celui-ci est important, en plus de profiter d'une meilleure ergonomie à bord. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci Adrien de m'avoir accompagné pour ce comparatif. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à très vite sur autoplus.fr. Ciao. À bientôt.